La nourriture pour les médiévaux européens n'était pas si différente de ce que nous mangeons aujourd'hui. Bœuf, porc, agneau, gibier, fruits, légumes, produits des laitiers, œufs, poissons, pain et bière étaient disponibles. Ceux qui pouvaient se le permettre pouvaient savourer les délices des aliments importés tels que les grenades, les doux vins méditerranéens et les épices coûteuses du Moyen-Orient comme la cannelle et le gingembre. Le sucre, qui était également classé comme une épice, était importé dès le XIIe siècle et était très cher. Et qu'en est-il des paysans qui vivaient à la campagne ? Que mangeaient-ils ? Ou les personnes plus pauvres dans les villes et villages ? Et qu'en est-il des nobles riches et des courtisans royaux ? Quel genre de nourriture mangeaient-ils et que buvaient-ils ? Retournons au Moyen-Âge pour le découvrir, mais attention, il n'y aura pas de tomates, de pommes de terre ou de chocolat. Si cela vous offense ou vous perturbe, partez maintenant. Bienvenue dans la folie médiévale. Le rapide. Le petit déjeuner n'était pas vraiment une chose avant le milieu du XIIIe siècle, et seulement 2 repas par jour étaient de manger, que les gens travaillaient dans les champs, fabriquaient dans un atelier, écrivaient dans le scriptorium monastique ou se pavanaient à la cour. Au Moyen-Âge, en Europe, seulement 2 repas formels étaient consommés quotidiennement, l'Église catholique jugeant cela suffisant. La gourmandise et toute autre indulgence étaient mal vues, et le jeûne et la tempérance étaient à la coutume, donc manger le petit déjeuner était considéré comme un péché. Le dîner, le premier repas de la journée pris vers la fin de la matinée, était le repas principal. Le repas nécessitait beaucoup de préparation, surtout dans les maisons riches, donc il n'aurait pas été servi beaucoup plus tôt que la 6e heure de la journée, qui était midi. À ce stade, la majorité du travail quotidien était sans doute achevée. Après les activités de la journée, un autre repas léger a été pris, probablement après le crépuscule, environ 6 à 8 heures après le dîner. Le sopa arrière ou le souper arrière, un repas servi plus tard dans la soirée, généralement avec une grande quantité de vin, était également désapprouvé. Les enseignements de Jean de Milan de la Schola Medica de Salerne, la première et la plus importante école de médecine de son époque fondée au IXe siècle, conseillant ce qui suit: levez-vous à 5 heures, dînez à 9 heures, soupez à 5 heures, retirez-vous à 9 heures pour une longue vie. Alors que les repas se complexifiaient, le dîner était davantage retardé, les convives mangeant parfois leur premier repas après-midi, retardant ainsi le souper, potentiellement après la tombée du jour. Il est donc devenu une pratique acceptée de rompre le jeûne de la nuit avec l'indulgence d'un petit repas léger quelque temps avant le dîner. Pour le paysan, le plat que beaucoup considèrent maintenant comme le repas le plus important de la journée serait probablement une bière diluée et un morceau de pain de seigle, peut-être, s'ils ont de la chance, un morceau de fromage. Les filets de poisson, comme la truite, le saumon ou le harengue, étaient souvent fumés pour leur conservation et consommés le matin, créant ainsi le petit déjeuner britannique typique des keepers. Manger le petit déjeuner était associé aux pauvres car seuls les paysans et les travailleurs manuels avaient des besoins d'énergie pour tenir jusqu'au dîner. De même, les très jeunes, les très vieux et les infirmes augmentaient leur apport alimentaire le matin en mangeant de la bouillie. Évacués après avoir mangé, à la fin du Moyen-Âge, de nombreux médecins considéraient toujours qu'il était malsain de prendre le petit déjeuner car on croyait qu'un repas ne devait jamais être pris avant que le dernier n'ait été digéré. La digestion et l'absorption des nutriments prennent généralement environ 6 heures. Dormir toute la nuit devrait facilement suffire pour que la digestion ait lieu, n'est-ce pas ? Eh bien non, car les médecins pensaient qu'un autre repas ne devrait pas être mangé avant la fin de la digestion et que les voies du corps, ces voies du corps, aient été nettoyées. Ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que les médecins ont à contre-cœur commencé à approuver le petit déjeuner. Le député britannique Sir Thomas Wingfield pensait que le petit déjeuner était essentiel dans son royaume, même si Galen ne prenait jamais de petit déjeuner, Galen étant le médecin grec du 1er siècle dont les vues dominaient la médecine médiévale occidentale. Et le médecin Tudor Thomas Cogan a conclu que, je cite, « Souffrir de faim longtemps remplit l'estomac de mauvaise humeur ». Cogan a ensuite révélé que les Anglais mangeaient souvent 3 repas par jour et pensaient que c'était bien jusqu'à l'âge d'environ 40 ans, mais ensuite le système digestif devenait trop faible pour gérer le petit déjeuner. Il a également ajouté que le pain brun et le beurre du petit déjeuner d'un paysan étaient bien meilleurs que le fin pain blanc connu sous le nom de manché, qui était mangé par les riches parce que cela provoquait de la constipation. Les nobles, a dit Cogan, aimaient aussi commencer la journée avec du pain grillé trempé dans une rasade de vin fort.
L'alcool devait être une chose du matin chez les riches médiévaux, et il semble que le fait d'être en pèlerinage leur donnait un laissez-passer quand il s'agissait de prendre le petit déjeuner. En 1255, le roi anglais Henri III a fait livrer 6 tonnes de vin à la cathédrale de St Albans pour le petit déjeuner alors qu'il y était en visite. C'est 1500 gallons de vin. C'était probablement pour s'assurer que le roi et son entourage ne buvaient que le meilleur vin pendant leur voyage, car les boutiques et les auberges sur leur chemin pouvaient être aléatoires en ce qui concerne la qualité de leur vin. Cependant, si le roi devait désobéir à l'église en prenant le petit déjeuner, il pourrait aussi bien prendre un petit verre en même temps. Faites ce que vous pouvez obtenir. Étant donné que c'étaient les paysans de la campagne qui produisaient la plupart de la nourriture disponible au Moyen-Âge, il est à prévoir qu'ils en mangeaient aussi beaucoup eux-mêmes. Ils avaient généralement suffisamment à manger, sauf pendant les famines. Les glucides en étaient principalement du blé, du seigle, de l'avoine et de l'orge, consommés sous forme de pain ou de bière. Certains fruits et légumes tels que les pommes, les poires, les oignons et les haricots étaient cultivés, et les fruits sauvages et les noix pouvaient être cueillis dans les bois environnants. De nombreuses habitations dans les villes et les villages avaient un petit jardin pour cultiver quelques légumes. Sinon, toute nourriture devrait être achetée, ce qui n'est pas une tâche facile pour ceux qui ont peu d'argent. À Londres, de nombreux stands de marché vendaient de tout, des cerises aux tourtes à la viande. Des cuisines étaient disponibles pour que les gens puissent acheter un repas prêt à manger et le manger sur place ou l'emporter. Les vaches, moutons et cochons étaient les 3 sources principales de protéines. En Angleterre, au début du XIIIe siècle, beaucoup d'enfants étaient également mangés. Désolé, on m'a informé qu'il s'agit de chevreaux, pas de bébés humains, bien que cette tendance semble avoir disparu. Les cochons étaient les animaux les plus avantageux à élever, faciles à engraisser et omnivores. Les vaches produisaient des produits laitiers et de la viande. Moutons, lait, fromage et laine. En Angleterre, au XIVe siècle, il y avait au moins 8 millions de moutons, car c'était le nombre de toisons exportées. Les fromages étaient très durs et devaient être trempés avant d'être mangés. Suspendus au-dessus du foyer, ils étaient constamment fumés et pouvaient se conserver pendant des mois. Les fromages à la crème n'étaient servis que dans les maisons les plus riches. De nombreuses oies, poules et petits oiseaux étaient élevés pour être mangés. Les lapins, les lièvres, les faisans et les cerfs se promenaient librement et seraient écorchés et mangés s'ils étaient attrapés. Toute personne surprise avec l'un de ces animaux sur les terres d'un seigneur serait accusée de braconnage et pourrait être sévèrement punie. Il n'était pas permis de manger de la viande pendant les 40 jours du carême. Il fallait donc manger du poisson à ce moment-là, ainsi que les mercredis, vendredis, samedis et la veille, des jours saints importants. Vivre près de la côte offrait aux personnes plus pauvres le luxe de fruits de mer tels que les huîtres, les coqs, les moules et les bigorneaux. William Langland a écrit le poème Piers Plowman au XIVe siècle. Il y décrit la nourriture que l'homme pauvre Pierce avait dans sa chaumière. Il comprenait, je cite, 2 fromages verts, du caillé et de la crème, un gâteau d'avoine et 2 pains faits avec du son, quelques haricots, du persil, un poireau et du chou. Il n'a ni viande salée, ni œufs, ni argent pour acheter des poulets. Langland souligne également que d'autres pauvres n'ont même pas de pain ou de bière à un penny en hiver. Et parce que la viande froide et le poisson étaient un tel luxe, ils mangeaient du bouillon de légumes et buvèrent de l'eau. 12 est épicé. Walter de Bibsworth, chevalier et poète anglais du XIIIe siècle, a décrit ce qu'il considérait comme un repas typique. Citation, un yeoman à la mode qui venait d'un grand banquet nous a parlé du festin, comment leur service était organisé. Sans pain, vin et bière, personne à un festin ne sera à l'aise, mais rien d'autre que ces 3 étaient disposés là-bas. Mais au moins, on nous a parlé du service qu'ils ont apporté en premier. Une tête de sanglier lardé avec le groin bien garni et du gibier avec du fermenti, une bouillie de céréales bouillies, puis une variété d'autres aliments, des grues, des paons et des cygnes, des chevreaux, des cochons et des poules. Et ils avaient des lapins en sauce tous enrobés de sucre. Vaillant de sif, du hachis de poulet froid fortement aromatisé au gingembre et du mormoni, un ragoût de viande sucrée, et tout ce que vous pourriez vouloir de vin rouge et blanc, puis un autre lot de rôtis, tous à côté des autres. Faisans, bécasses, éperdris, grives, alouettes et pluviers rôtis, merles, bécasses et grives, et d'autres oiseaux que je ne peux nommer, de la viande en gelée, des préparations et des plats frits tempérés avec du sucre de rose. Et lorsque la table a été démontée, de la poudre d'épices douces avec du drage grossier, des prunes de sucre, de la massis confit, du cubeb, une épice précieuse, du clou de girofle et beaucoup d'autres bonbons.
et beaucoup de gaufrettes. Le repas n'était typique que si vous fréquentiez des cercles riches, cependant. Il est difficile d'imaginer Joe Bloggs, le paysan du village, assis pour manger tout cela. Ce n'était pas seulement une demande d'épices pendant le Moyen-Âge, il y avait une envie pour elles, et elles étaient encore plus chères que la viande. De 1431 à 1432, les comptes de ménage du comte d'Oxford montrent qu'un porc entier pouvait être acheté pour le prix d'une livre de poivre, et le poivre était l'épice la moins chère à acheter. L'intendant de la famille Talbot en Shropshire a tenu des comptes de dépenses pour le ménage de 1431 à 32. La famille a mangé 14 livres de gingembre et 17 livres de poivre, ainsi que 17 autres livres d'autres épices, dont 3 étaient ceux du safran, qui étaient obscènement chers. Beaucoup de la même chose. Plusieurs manuscrits anglais sur la cuisine ont des pages sur des festins élaborés, comme les banquets tenus en l'honneur de Lord de Grey, festins pour divers évêques, au banquet de couronnement du roi Henri IV. Le repas de couronnement était typique de nombreux festins riches pendant le Moyen-Âge. Il y avait 3 plats qui se composaient de 43 plats. Pendant le premier, il y avait de gros morceaux de viande, des faisans, une tête de sanglier et une crème pâtissière lombarde avec des prunes, des dattes et de la moelle osseuse. Il y avait d'énormes tartes, un porcelet farci, du gibier et des ferméantis pour le deuxième plat, et du lapin, de la perdrix et du blanc-sort, une soupe blanche pour le troisième. Chaque plat s'achevait par une finesse. Aussi appelés entremets, signifiant entre les plats, les subtilités étaient des œuvres d'art comestibles, élaborées avec de la nourriture. Ils étaient souvent faits de pâte d'amande ou de pâte de sucre et pouvaient prendre la forme d'un château, d'une créature mythique ou d'une scène d'une histoire. Il convient de noter que ces types de banquets n'avaient peut-être pas lieu tous les jours, mais la nourriture fournie était le sel préparé par le cuisinier chaque jour dans la maison d'un aristocrate. Peut-être est-ce ce que Sir Walter de Bibsworth voulait dire lorsqu'il décrivait un banquet comme un repas typique. C'était, en essence, du moins pour les riches, beaucoup de plats de dîner normaux, simplement en plus grande quantité. En réalité, rien de nouveau ? Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous avez aimé, on publie chaque vendredi. J'espère que vous passerez tous une excellente semaine. À la prochaine, santé !